Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au 82e site-rep. Nous sommes le 17 mars. Beaucoup de choses se produisent actuellement, y compris une période préparative, apparemment dans un espèce de faux calme qui précède généralement une tempête. Une tempête, et puis bon, très certainement à mettre en lien avec l'événement qui doit avoir lieu demain en Russie, qui est l'élection présidentielle, ce qui est le premier tour de l'élection présidentielle. Oui. D'ailleurs, côté ukrainien, on a vu aujourd'hui des déclarations du ministère de l'Intérieur, donc Avakov, qui a annoncé que les Russes ne pourront pas aller voter en Ukraine. C'est une violation totale de toutes les conventions internationales que l'Ukraine a signées sur tout ce qui est consulat, ambassade, droit des ambassades, etc. Comment s'en étonner, je veux dire, ce n'est qu'une violation de plus, j'allais dire. Donc, on peut s'attendre, à mon avis, à ce qu'il y ait quelque chose demain ou dans les jours qui suivent, surtout si, comme tout le monde le pense, Vladimir Poutine sera réélu, puisque, en termes de bombardement, effectivement, ça a été assez calme. Durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk seulement à 14 reprises, donc on est nouveau à moitié moins que la semaine dernière, durant lesquelles ont été tirés 63 obus de mortier de 120 et 82 mm. Ces tirs ont touché 12 localités de la République, donc de nouveau un petit peu moins que la semaine passée. Donc on voit que grâce à ce nouveau cessez-le-feu, et aussi avec, semble-t-il, la visite de Poroshenko dans le Donbass, parce qu'il est venu à Kramatorsk, on voit une baisse quand même très sensible du nombre de bombardements, même s'il y a des petites flambées de violence qui alternent avec des respects complets du cessez-le-feu. Donc c'est un peu bizarre comme situation. Néanmoins, il y a eu donc 4 habitations endommagées cette semaine et un soldat de la RPD qui est mort à Zaïtsevo, tué par un tir de sniper ukrainien. Donc le bilan humain est quand même pas top. Non, c'est clair. Donc je parlais de flambée parfois un peu brutale. On a eu ce cas début de semaine, où après plus d'une semaine où on avait depuis le nouveau cessez-le-feu que 1 à 2 violations par jour maximum et quelques munitions tirées, l'armée ukrainienne a alors augmenté brutalement le calibre des armes utilisées et le nombre des violations. Donc ça, c'était début de cette semaine, entre autres du 12 au 13 mars, où l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 5 reprises, durant lesquelles elle a tiré 142 munitions, dont 33 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés principalement donc sur les localités du sud de la République, où nous nous trouvions d'ailleurs ces derniers jours. Tous les obus de mortier ont atterri là-bas, et donc sur les 142 munitions tirées durant la journée en question, 139 ont été sur ces localités. Ça donne une petite idée quand même. Donc c'était les localités de Dzerzhinskoye, Leninskoye, Sakhanka et Kominternovo, donc qui sont fréquemment la cible de l'armée ukrainienne. On mettra une petite carte qui montre où se situent ces localités. L'acharnement des forces armées ukrainiennes sur cette portion du front s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, puisque je reviens tout juste de là-bas. Il y a eu donc des habitations endommagées, mais heureusement pas de victimes, mais c'est plutôt mauvais. Les gars sur place, les soldats sur place sont assez inquiets, s'attendent à une attaque contre leur position. Et en plus de s'acharner sur les villages du sud de la République, l'armée ukrainienne a aussi concentré ses tirs en début de semaine contre le personnel de la station d'épuration de Donetsk, qui est, je rappelle, située dans la zone grise. En une semaine, on a eu 3 tirs des soldats ukrainiens sur les véhicules de transport qui amènent les employés à la station d'épuration, dont 2 tirs en 2 jours, donc en début de semaine. Le premier a eu lieu le 12 mars à 7h50. Donc les 2 fois, c'est les soldats de la 25e brigade des forces armées ukrainiennes, dont les positions sont vers Avdiivka et juste à côté de la station d'épuration. Je le rappelle, en violation totale des accords conclus avec l'OSCE, puisque normalement, vu que c'est une infrastructure critique dans laquelle sont stockés beaucoup de produits chimiques dangereux, il avait été défini que il ne devait pas y avoir de position à moins de 1,5 km de la station. Bref. Malgré ça, ils sont installés juste à côté et ils ont tiré donc le 12 mars sur une colonne de 3 véhicules qui amenait une équipe
venues remplacer celles qui travaillaient de nuit. Hein, donc ils font les 3-8 dans cette station d'épuration. Il y a toujours une équipe sur place. Ils ont sérieusement endommagé un des véhicules qui est hors service. Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer sur les 14 personnes qui se trouvaient à bord. Le tir aurait été mené depuis une position située à peine 300 mètres au nord-nord-ouest de la station d'épuration, c'est-à-dire depuis la zone contrôlée par l'armée ukrainienne. Et dès le lendemain, ils ont recommencé, donc le 13 mars, cette fois à 15h30. De nouveau, ils ont ouvert le feu sur un convoi amenant une équipe de travailleurs. Cette fois, les tirs ont été faits depuis de nouvelles tranchées creusées par les soldats ukrainiens à peine 100 mètres de la station d'épuration. Voilà. Donc là aussi on mettra, on mettra une jolie petite photo où les gens pourront voir de où ils tirent. Ça va vous donner quand même une bonne idée. La photo satellite qui intègre les structures de la station d'épuration avec le poste de là où sont situées les positions ukrainiennes, on les voit même sur les photos satellites. Hein, donc c'est magnifique. Vive Yandex et Google Maps, hein, vous voyez tout là-dessus. Donc là encore, par chance, on n'avait pas eu de victimes parmi les travailleurs, qui, je le rappelle, sont tous des civils. Hein, c'est pas des soldats. Hein. Oui, mais je crois que ça les... Enfin, je veux dire, on a maints exemples. Voilà. Donc suite à cet acharnement des soldats ukrainiens contre les équipes d'employés de la station d'épuration, la direction avait menacé de mettre la station à l'arrêt mercredi, puisque plusieurs des équipes et les chauffeurs refusaient de risquer leur vie à chaque trajet vers leur lieu de travail, ce qui peut se comprendre. Bah oui. Je rappelle qu'un tel arrêt aurait privé d'eau 1,5 million de personnes. Ouais, rien que ça, ouais. Rien que ça, puisque je rappelle que cette station fournit l'eau potable en RPD aux villes de Donetsk, Yassino-Vataya, Spartak, Vassilievka, mais aussi côté ukrainien aux localités d'Avdiivka, Krasnogorovka et Vernetoretskoye. Donc ça fait du monde. Devant donc ce risque, Edouard Bassourine avait exprimé ses craintes que l'armée ukrainienne en profite pour occuper et prendre le contrôle de la station d'épuration, ce qui aurait gravement mis en danger l'approvisionnement en eau potable de la République. La décision de fermer la station avait été postposée à la venue de l'OSCE. Hein, ils sont venus sur place pour inspecter les véhicules de la station qui ont été pris pour cible, ont enregistré les preuves des tirs. Ils ont noté entre autres qu'une des balles qui avait pénétré la cabine du premier camion qui avait été visé était passée à 5 cm seulement du chauffeur. Il a eu de la chance, lui. Hein. Pour une fois, alors je sais que nos auditeurs me connaissent, ils savent que j'en loupe pas une hein, quand l'OSCE fait de la merde. J'y loupe jamais. Hein. Mais quand ils font des trucs bien, voilà, ce qui est utile, il semble-t-il, parce que quand ils font des trucs bien, je le relaye aussi, puisque cette fois-ci, ça a été le cas. Ils m'ont positivement surprise, puisque donc non seulement ils ont enregistré les tirs et l'origine des tirs, mais en plus ils sont intervenus pour aider à régler le problème. Donc ils ont négocié des garanties de sécurité avec la partie ukrainienne via le CCCC, donc je rappelle le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, mais ils ont aussi accompagné le convoi suivant pour assurer la sécurité des dirigeants de la station et de l'équipe de travailleurs qui venaient prendre le relais de leurs collègues. Donc les directeurs en fait de la station ont eux-mêmes pris des risques en accompagnant leurs employés et les observateurs de l'OSCE sont venus pour servir de garantie de sécurité et ça a marché. Donc les convois suivants ont pu arriver sans problème à la station d'épuration. Donc le travail a continué. Donc ils ont réussi à empêcher l'arrêt de la station d'épuration. Donc là, bravo l'OSCE. Je félicite les observateurs qui ont eu le courage de faire ça parce que ça nous change des fois où vous faites pas votre boulot. Donc, j'espère qu'ils vont continuer ainsi. C'est peut-être l'initiative d'un responsable local de l'OSCE. C'est possible. De toute façon, j'ai déjà vu qu'il y a des observateurs qui sont beaucoup plus impliqués dans leur travail que d'autres. Et je pense que c'est le fait d'une équipe qui est peut-être beaucoup plus volontaire et beaucoup plus déterminée à faire ce qu'il fallait, parce que là, ça aurait fait quand même une sacrée catastrophe sanitaire et humanitaire. 1,5 million de personnes privées d'eau potable, ça n'a rien de négligeable. Donc, grâce à ces garanties, ils ont réussi à obtenir donc la direction et les employés de la station d'épuration continuent le travail. Mais bon, l'armée ukrainienne n'a pas dit son dernier mot. Oui, puisque hier a été découvert sur la route qui mène à la station d'épuration
des mines antipersonnel, des pièges à grenades et autres engins explosifs que les sapeurs de la République populaire de Donetsk ont désamorcés pour que l'OSCE et les employés puissent continuer à emprunter la route en toute sécurité. Donc pour l'instant, l'OSCE continue d'accompagner les équipes pour que les rotations de travailleurs se passent dans de bonnes conditions. Donc merci aux observateurs de l'OSCE. Vous faites bien votre boulot, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie cette fois. Autre chose donc qui incite pas vraiment à l'optimisme, c'est l'accumulation des armes lourdes interdites par les accords de Minsk près de la ligne de front qui se poursuivent. On avait déjà la semaine dernière presque une 60aine de pièces, si je me souviens bien, plus d'une 50aine. Ouais. Bon, cette semaine, on est à 130 pièces d'armement détectées côté ukrainien. Ça double. Du double. Une belle augmentation. Hein. On rappelle quand même que le score est pas loin de 195. Voilà, il était près de 200, ouais, près de 200 c'était le record. Hein. Donc bon, 130 c'est déjà très mauvais. Entre autres, ont été détectés par les services de renseignement de l'RPD 14 lance-roquettes multiples grades, 6 canons anti-chars Rapira de 100 mm, un système de missiles anti-aériens Strela 10, 17 chars d'assaut T-72 et 80 véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées et de véhicules d'automitrailleuses. Donc là ils ont sorti vraiment, je ne peux pas dire l'artillerie lourde, mais presque. Hein. Ouais. Parce que déjà les grades, c'est pas du léger. Hein. Non, c'est clair. Et on voit un renforcement continu des unités proches du front. Donc durant la semaine écoulée, les principaux efforts des soldats ukrainiens vers Donetsk et Mariupol se sont concentrés sur le réapprovisionnement des entrepôts en munitions et en carburant. Donc de nouveau, on recommence à avoir une accumulation donc de munitions et de carburant pour les unités. Donc ça veut dire qu'ils se préparent à quelque chose. Oui. Parallèlement, des mesures ont été prises pour dissimuler les armes lourdes redéployées sur la ligne de contact. Donc ça aussi, c'est plutôt mauvais. On a découvert aussi que les unités du génie des forces armées ukrainiennes préparent des routes. Donc ils sont en train de réparer des routes près du front. Hein, donc après, on avait parlé des demandes pour pouvoir réparer les chemins de fer. Bon, bah là, ils réparent des routes. Voilà. Comme par hasard, des routes qui vont permettre l'avancement des unités, des brigades et des unités de réserve de deuxième ligne vers les principales directions d'attaque du fameux plan qu'on avait divulgué. Donc les forces armées ukrainiennes ont effectué des travaux de déblaiement et de renforcement des routes sous couvert de bonnes intentions. Pour éviter d'effrayer la population dans la zone occupée, ils ont prétendu faire ça pour fournir une assistance aux habitants des localités de la ligne de front. Ouais, ils épantent les mecs, hein, franchement, enfin bon, il faut bien qu'ils trouvent un prétexte, hein. Ouais. Et bon, ils ont beau essayer de faire ça à la loose dé, ça passe pas. Les plans du commandement ukrainien visant à redéclencher donc les hostilités à grande échelle sont tellement évidents que les soldats des forces armées ukrainiennes qui se trouvent dans la zone dite de l'opération antiterroriste, puisque maintenant ça y est, elle a changé de nom, on va en parler après. Oui. Ça y est, ils sont quand même rendus compte petit à petit qu'ils vont de nouveau servir de chair à canon. Ils sont pas très d'accord. Hein, voilà. Donc, résultat des courses, le commandement ne mène pas les rotations qu'il devrait faire pour les retirer du front. Hein. Ils les maintiennent sur position au-delà de la période prescrite. On parle là d'excédent de période de 3 ou 4 mois quand même. Oui. Il faut savoir quand même que la grande majorité des soldats ukrainiens qui sont déployés dans la zone de conflit dans le Donbass ont rejoint l'armée avant tout pour gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit par simplement le salaire, soit pour les plus entreprenants en faisant fortune grâce au pillage et au commerce des armes et des munitions. Hein. Donc ils sont là pour l'argent. Donc eux, ils sont satisfaits des situations actuelles, hein, avec un conflit à moitié gelé. Oui. Ça leur va très bien. Ils sont pas très très chauds. Hein. Ils sont quand même près de 80% à pas être prêts à être jetés à une mort certaine dans un autre chaudron, hein, organisé grâce à l'incompétence de leur commandement militaire. Hein. Donc plus de 80% de leur personnel qui est pas prêt à aller à la boucherie, c'est plutôt mauvais. Ce qui doit certainement expliquer le fait qu'ils arrivent toujours pas à la lancer, leur offensive, parce que avec 80% de tes gars qui ont pas envie d'y aller, ça pose problème. Hein. Ça peut peut-être vouloir dire qu'au moment où l'offensive va être lancée,
ils vont copieusement truffer la nourriture de Captagon ou de choses comme ça. Hein. Voilà, sans les prévenir, bien sûr. Hein. Ou envoyer de nouveau tout ce qui est bataillon néo-nazi en premier. Hein. Oui. Eux, ils sont volontaires pour aller se transformer en viande hachée. On peut appeler ça comme ça. Oui. Bon, résultat, comme certaines unités refusent de participer donc à la mise en œuvre des plans de reprise des opérations militaires à grande échelle dans le Donbass, plus de 400 soldats de la 25e brigade aéroportée, de la 79e brigade d'assaut aérien et de la 57e brigade motorisée ont rédigé des rapports qui ont été rejetés par le commandement des FAU, qui sont en fait des rapports de démission. Donc en fait, c'est des soldats qui ont servi déjà depuis 24 mois, oui. qui ont en fait décidé de faire usage de leur droit au licenciement anticipé qui est normalement prévu par la loi ukrainienne. Mais, le commandement ukrainien, craignant une fuite massive de soldats juste avant l'offensive prévue, essaie de leur cacher par tous les moyens possibles la procédure de résiliation qui est normalement prévue par la loi pour pouvoir résilier leur contrat. Donc, il y en a de plus en plus qui désertent. Voilà. Donc, devant la tentative de leurs autorités de les en empêcher, ils attendent pas, ils se cassent. On a ainsi, pendant les 2 premiers mois de 2018, donc janvier et février, le commandement du groupe opérationnel de Donetsk, donc, qui est un bataillon spécial, qui a enregistré quand même 217 déserteurs, dont 21 officiers. 217 en 2 mois. Ça vous donne quand même une bonne idée. Dans certaines unités, comme la 25e brigade, la situation est devenue tellement compliquée que leurs positions près d'Avdiivka, justement, ont dû être renforcées par des unités de la 95e brigade d'assaut, qui est une brigade de réserve normalement. Donc ça donne quand même une bonne idée. Et là, pour essayer de compenser le manque croissant de soldats, le commandement militaire ukrainien a organisé des rassemblements de réservistes sur les terrains d'entraînement dans la région de Nikolaïev et de Kharkov. Donc ils veulent essayer de réutiliser les citoyens qui ont fait partie des 3 premières vagues de mobilisation et qui sont déjà retrouvés dans les fameux chaudrons. Je te raconte pas, ils vont être super motivés pour y retourner, les gars. C'est clair. J'ai l'impression que l'offensive, elle va aller dans l'autre direction, moi. Elle sera destinée à partir dans la direction du Donbass, et puis en fait, avec tous ces gens qui vont arriver non, franchement, ils sont très très mal barrés. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'arrivent toujours pas à la lancer, cette offensive. Parce qu'ils ont tellement de problèmes avec la motivation, les désertions, etc. Parce qu'il faut une armée un minimum motivé quand même pour lancer une offensive. Donc on a les officialisations du fait que donc l'opération antiterroriste a été transformée en opération interarmée. C'est ce qu'a déclaré Poroshenko, qui a nommé donc le fameux commandant des forces interarmées dans le Donbass. Donc c'est Sergueï Naïev. Et donc l'opération antiterroriste n'est plus une opération antiterroriste, c'est maintenant une opération interarmée avec un commandement unifié des différentes forces armées ukrainiennes, formations militaires et organes chargés de l'application de la loi, donc SBU, police, etc. Et donc c'est le lieutenant général Sergueï Naïev qui a été nommé à ce poste. Donc Poroshenko a fait la déclaration justement à Kramatorsk lors de sa venue dans le Donbass. Donc, il a fait ça hier, vendredi, devant les soldats qui étaient rassemblés là. Donc on voit qu'ils sont en train de mettre en application la loi de réintégration du Donbass. C'est exactement ça. Oui. Mais d'ailleurs, tu l'avais annoncé parce que tu avais dit que l'un des éléments premier, qui allait être mis en place avant le lancement de cette offensive. C'est le commandement unifié, voilà. Puisqu'on change complètement, on passe d'une opération antiterroriste à une opération soi-disant de défense de l'Ukraine contre l'agresseur russe. Oui. Bon. Le changement n'est pas, comment je dirais, n'est pas minime. C'est
Non, non, du tout. Passer de terroriste à une invasion de la Russie, une toujours sans preuve. Une invasion imaginaire sans déclaration de guerre, enfin c'est n'importe quoi, bref. Voilà. En attendant, si on regarde la situation générale en Ukraine, à Kiev, Poroshenko semble avoir lancé la chasse à toute personne lui faisant de l'ombre. Donc après Saakashvili, il semble qu'il ait décidé de se jeter sur Vladimir Rouban et Nadia Savchenko. Oui. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, donc Vladimir Rouban, qui était un officier ukrainien d'assez haut rang, qui négociait les échanges de prisonniers entre la RPD, la RPL et l'Ukraine. Donc il a été arrêté le 8 ou le 9 mars par le SBU sous prétexte qu'il avait un chargement d'armes dans le véhicule dans lequel il était. Donc il a été arrêté au point de passage de Mayorsk, donc tout près de la ligne de front, comme s'il venait depuis les RPD. Bon, déjà, Rouban, il est interdit d'aller en RPD depuis un petit moment, donc on ne voit pas trop comment, mais c'est pas grave. Il y avait tellement d'incohérences dans ce dossier que moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit que ça puait le coup monter. Après que j'ai eu l'information que Savchenko avait été convoqué par le SBU pour répondre à des questions sur ce dossier, je me suis dit que ma première impression était la bonne, que mon intuition était juste. Je me suis dit, après Saakashvili, Savchenko. Allez, il est bien lancé. À force d'avoir de multiples situations comme celle-là, où les pieds nickelés de Kiev essayent vraiment d'une manière acharnée à faire porter le chapeau à la Russie pour X ou Y raison, des trucs ou des choses qui viennent du Donbass, on finit par s'habituer à ce genre de structure de pensée derrière ces espèces de traquenards. Hein. Alors pour vous expliquer ce qui m'a amené quand même à cette vision un petit peu, on va dire, complotiste des choses. Donc si on regarde déjà qui est Vladimir Rouban, donc c'est un officier ukrainien qui est à la tête du Centre pour la libération des prisonniers du corps des officiers ukrainiens. Donc à ce titre, il a négocié plusieurs échanges de prisonniers importants entre l'Ukraine et les deux républiques populaires depuis le début du conflit. D'ailleurs, jusqu'à sa venue en République populaire de Donetsk l'an passé avec Nadia Savchenko, il avait même l'autorisation des autorités ukrainiennes de se rendre en RPD et en RPL pour mener des négociations. Mais bon, vraiment, en même temps, c'était pas un grand supporter des autorités post-Maïdan. Il avait fait une interview il y a 3 ans où il déclarait de manière extrêmement brute et sans rougir que c'était en réalité les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk qui réalisaient les idéaux du Maïdan en se débarrassant des oligarques et en bâtissant quelque chose de nouveau basé sur des règles approuvées par le peuple et pas du tout les nouvelles autorités ukrainiennes. Ça avait été quand même un sacré camouflet pour Kiev quand il avait tenu ses propos. Devant le blocage des négociations à Minsk à l'époque sur le sujet des échanges de prisonniers, lui et Nadia Savchenko, donc en tant que député de la Rada, avaient tenté de faire avancer les choses à leur façon. Donc ils avaient voulu montrer que s'il y avait une véritable volonté politique, il était possible de résoudre ce problème assez rapidement. Leur méthode avait fait, je le rappelle, clairement apparaître la réticence de Kiev à appliquer les accords de Minsk. Il avait donc été arrêté à son retour. Vladimir Rouban, il avait été arrêté au point de passage de Marinka quand il était reparti de RPD. Nadia Savchenko, elle avait déjà été sanctionnée en décembre 2016 après avoir admis qu'elle avait été à Minsk, donc en Biélorussie, pour négocier cet échange de prisonniers avec les RPD et la RPL. Je rappelle qu'elle faisait à l'époque partie du parti de Yulia Tymoshenko, donc le parti l'avait expulsé de son groupe parlementaire, puis la Rada lui avait retiré son poste à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc, le 8 mars, donc le SBU arrête Vladimir Rouban à ce point de passage de Mayorsk, au volant d'un minibus qui serait soi-disant rempli d'armes de tout type. Il y avait tout là-dedans. Kalachnikov, puis pistolets, munitions, obus et mortiers de 82 et 120 mm, des lance-grenades, des munitions, des mines anti-chars, des trucs... Ouais. C'était vraiment des trucs, c'était un peu bizarre, donc... Déjà, quand tu analyses ça de manière un peu logique, tu dis qu'il y a un truc qui cloche. Oui. Parce que Rouban, il connaît bien les procédures de franchissement de ces points de passage. Je veux dire, il est déjà passé par eux quand il venait négocier en RPD et en RPL. Il sait que le véhicule va être fouillé. C'est pas l'espace Schengen, c'est un point de passage de la ligne de front quand même. D'un côté comme de l'autre, les contrôles sont extrêmement poussés pour éviter justement que des armes ou autres trucs type munitions ne les franchissent.
Donc si Rouban avait réellement des armes dans ce véhicule, je comprends pas bien pourquoi il serait passé par un point de passage officiel. C'est un aller simple assuré pour la case prison, sauf s'il avait de fausses garanties qu'il pourrait passer sans problème et qu'il aurait été trahi, piégé. Bref, ça c'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc pendant la conférence de presse où le SBU a détaillé sous quelle charge Rouban était accusé, donc à savoir d'avoir voulu perpétrer un acte terroriste contre Poroshenko pour le compte de la RPD et de l'agresseur russe et pour prouver la complicité de la République populaire. Donc le SBU a mentionné qu'ils avaient trouvé soi-disant un papier dans une des caisses de munitions indiquant que ça venait d'une caserne qui est en RPD, ça me semble un peu gros. Alors bon, ils ont essayé de rajouter une petite couche et donc le SBU nous a ressorti ces petits bricolages comme ceux dont ils nous avaient gratifié pour le MH17, tu sais, les petits montages audio où tu sais pas qui parle. Oui. Hein. Ah là, ils ont fait en vidéo, mais c'est complètement pitoyable, puisque c'est de nouveau une bande audio. On ne sait pas qui parle en réalité, puisqu'on ne voit pas les gens qui sont en train de discuter, puisque la vidéo ne montre que des images du camion de Rouban plein d'armes. D'accord. Voilà, donc ça, c'est du vidéo montage que tu peux faire dans Windows Movie Maker dans ta cuisine. Moi j'appelle ça des preuves bidons, hein, fabriquées à pas cher. Ça se voit, la qualité c'est de la merde. Pour arriver à être convaincu par ça, faut être lobotomisé ou avoir le QI d'une huître trop cuite. Ah, mais de la part de ces cliniques là. Avec 3-4 personnes, un petit micro pour enregistrer et Windows Movie Maker, je te fais la même. Hein. Non, mais ça de la part enfin je veux dire, ceux qui suivent régulièrement les CITREP, tes CITREP, je veux dire, il y a de multiples exemples où les gens du SBU ont fait des traquenards de ce style, mais d'une manière grossière. Hein. Il n'y a pas que, hein, c'est vraiment... Alors, on se souviendra du cas d'Ariane Mastikacheva où ils avaient soi-disant des couverts pleins d'armes dans sa voiture. Oui, bah c'est ça. Est-ce qu'ils étaient... sous l'effet des chocolats magiques de Poroshenko quand ils ont imaginé cette débilité, mais il faut s'attendre à tout. Hein. Donc ils ont fait une autre vidéo après, prise prétendument par la dashcam du véhicule, mais là encore c'est facile à trafiquer ou à créer toute pièce pour une partie des images, entre autres celle du chargement du véhicule, et elle ne prouve rien sur l'origine des armes parce qu'on ne voit rien en fait quand le chargement, tu vois 2 mecs en train de charger des obus de mortier dans le truc, et puis voilà. Donc bien sûr Kiev a glosé sur la prétendue origine russe de certaines de ces armes, comme la mine MON 50, hein, qui a été d'ailleurs indûment rapportée par certains médias ukrainiens comme étant un obus anti-char. Non, c'est une mine antipersonnelle. Voilà. Et malheureusement pour l'Ukraine, n'importe qui avec Google et Wikipédia peut voir que cette arme était produite à l'époque de l'URSS et qu'elle est en dotation dans l'armée ukrainienne. Mais ils ont essayé, hein, qu'est-ce que tu veux ? Ils ont essayé. Voilà, bien essayé, mais vraiment, le SBU, les médias, vous êtes vraiment mauvais pour fabriquer des preuves. Et les propagandistes de Kiev avec, d'ailleurs. Donc c'est ce qui m'a amené quand même à me dire que c'était un truc monté de toutes pièces. Et puis, quand j'ai vu que Savchenko était convoquée par le SBU, puis, donc là, durant les derniers jours, qu'elle était même accusée publiquement par le procureur général ukrainien. Donc, ils ont accusé Savchenko d'être complice de Rouban. Puis après, ils sont même montés d'un cran. Hein, ils l'ont même accusé d'avoir elle-même planifié des attentats terroristes contre le Parlement et le gouvernement ukrainien et de vouloir organiser un coup d'État. Bon, vu que Savchenko avait déjà appelé à destituer Poroshenko, voire plus, ça va pas être bien difficile de faire passer la pilule. Elle n'a pas été très fut-fut là-dessus. Donc elle avait reçu une convocation pour une audition qui devait avoir lieu le 13 mars, mais elle était partie d'Ukraine pour assister à une conférence justement au sein de la PCE alors qu'elle faisait pas partie de la délégation et qu'elle n'était pas invitée, mais bon ok, elle est quand même toujours députée de la Rada, donc elle a le droit de le faire. Donc, je m'étais demandé si Savchenko s'était dit qu'il valait mieux qu'elle s'en aille et qu'elle termine comme Saakashvili en exil plutôt que de finir en tôle comme Rouban. Bon, on a eu la réponse hier avec son retour en Ukraine. Il semble donc que la soi-disant Jeanne d'Arc ukrainienne ait décidé de risquer le tout pour le tout, et ce malgré son ajout dans le purgatoire du site Mirodvorets suite à ces accusations. Donc, je me retrouve à côté de Nadia Savchenko dans le purgatoire de Mirodvorets. Et quelle déchéance. Bah oui, déjà. Et puis, quelle déchéance. Je veux dire, quand on se rappelle... C'était l'égérie du Maïdan, c'était... je dis, la Jeanne d'Arc ukrainienne, on nous avait fait tout un sketch quand elle était emprisonnée en Russie. Et comme l'a dit un de mes contacts, face à ces nouvelles...
la révolution du Maïdan est en train de dévorer ses propres enfants. Ils sont en train de s'autodétruire les uns les autres. Ce qui indique que cette fausse révolution, ce coup d'État, était bien piloté de l'extérieur. Hein. Parce que sinon... là, on voit bien que ça dérape. D'ailleurs, là, elle a lancé des accusations très très graves. Hein. Tant qu'elle était en Europe, elle en a profité pour lâcher quelques bombes. Elle a lâché l'accusation qu'effectivement les autorités actuelles sont responsables des massacres sur le Maïdan. Donc là, c'est tir de sniper. Elle a entre autres accusé Andriy Paroubi, donc qui est quand même le président du Parlement ukrainien actuel. Elle a accusé le procureur général ukrainien. Donc là, elle les a balancés hein, quand elle était donc en Europe, là, dans le sud de la PCE. Là, elle les a bien... Voilà. Elle a attaqué aussi sur le sujet de la corruption en Ukraine. Donc elle a largué quelques bombes côté européen avant de rentrer. Je sais pas si ça va lui sauver la vie ou quoi, mais bon. Donc là, c'est plutôt mal parti. Donc là, ils sont en train de demander la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir l'arrêter. Donc ça devient quand même risqué pour elle. Hein. Je n'aime pas particulièrement Savchenko, mais bon... Mais je me demande si l'ironie du sort, ça va pas être qu'elle se sauve en Russie pour tenter de sauver sa peau. Parce que là ça serait la démonstration alors flagrante que le Maïdan, c'est une fumisterie, c'est une imposture. Ben là, vraiment, déjà là, quand tu vois cette nana qui avait été vraiment, hein, vous en avez fait une héroïne, machin, nanana, de l'Ukraine, machin, et maintenant qu'elle dit un certain nombre de vérités, etc., et qu'elle dérange Poroshenko, tu vas voir que les médias occidentaux vont se rallier aux conneries de Kiev, ils fonctionnent en mode girouette, hein, comme depuis le début, enfin bon, c'est pas grave. Alors, on va revenir justement à ce cher Poroshenko pour le pendant ce temps-là à Kiev. Ah, pour qui nous avait manqué. Bah, en fait, bon, c'est pas tant cette déclaration cette fois, donc on va reparler donc de sa prestation à la conférence sur la sécurité de Munich. Oui. Puisque tout ça a été commenté donc par le président du parti Die Linke dans la région d'Osnabrück, donc ce fameux chef du projet de diplomatie populaire en Allemagne, Andreas Maurer, qui était venu en République populaire de Donetsk pour se faire sa propre idée de la situation par ses propres yeux. Hein. Où il a déclé que avec ses discours ridicules où il présente des pièces d'autobus, des passeports russes et puis là dernièrement donc le drapeau de l'Union européenne, il a dit que le président ukrainien était désormais reconnu comme étant un clown, non seulement en Ukraine mais aussi par les Allemands. Voilà. Donc il a dit, je cite, le fait que Poroshenko soit appelé un clown en Ukraine n'a plus rien de nouveau. En Allemagne, on l'appelle d'une manière plus diplomatique, on dit simplement qu'il pourrait facilement jouer au théâtre. C'est la consécration du comédien Porky en Europe. Là, il a tout de suite, il sait comment il va terminer sa carrière personnelle. Hein, si c'est plus politicien, ce sera comédien ou clown. Un one-man show avec Poroshenko. Ouais. Donc, effectivement, il a rappelé quand même Maurer en 2014, des gens comme Klitschko, Poroshenko ou Yatsenyuk étaient emmenés partout, tout le monde voulait être photographié avec eux, tout le monde voulait parler avec eux, etc. Là, en 2015, Poroshenko était venu avec un morceau de bus, en 2016 avec des passeports russes trouvés ou achetés quelque part. Mais alors là, cette fois, quand il s'est pointé avec le drapeau de l'Union européenne, même en Allemagne, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que l'Union européenne vient faire là-dedans ? Voilà, il dit, personne n'a réagi à cela dans aucun journal. Il dit, regardez même la performance de Poroshenko à Munich. En plus des membres de la délégation ukrainienne et de quelques journalistes chinois qui se sont égarés, il n'y avait personne. Pas de photos, pas de réunion, pas de déclaration spécifique. Poroshenko n'a rencontré aucun ministre. Donc il a dit, je cite, par conséquent, je pense que plus personne ne le prend vraiment au sérieux. À mon avis, le temps de Poroshenko est révolu. Je pense qu'ils ont déjà trouvé ou sont à la recherche d'un remplaçant pour lui. Donc ça, c'est ce qu'a déclaré Maurer. Donc ça a l'air de rejoindre ma petite idée que la Timoshenko est déjà bien en lice. Et je pense que ça explique le fait que Poroshenko essaie maintenant de tout faire pour se débarrasser de ses opposants parce qu'il se rend bien compte qu'il est de plus en plus sur un siège éjectable. C'est intéressant d'avoir cette lecture
d'un représentant allemand, Politiquement, qui est venu ici sur place, qui est venu évaluer la situation par lui-même. Ce qui prouve bien que, encore une fois, l'Ukraine est pilotée de l'extérieur. Oui, et puis les élites européennes s'en rendent bien compte. En plus, de toute façon, à chaque fois qu'il vient quelque part, Poroshenko, il vient pour mendier de l'argent, ou des armes, ou de l'argent et des armes. Il passe son temps à ça, c'est un mendiant, hein, je veux dire, tous les gens ici, dans le Donbass, et puis beaucoup en Russie, se foutent de sa gueule là-dessus. Il est souvent représenté comme un mendiant avec des vêtements rapressés, donnez-moi de l'argent. Là, il a obtenu des fonds, de l'argent d'un fonds européen là pour aider l'Ukraine, 1 milliard. Il est de nouveau en train de quémander de l'argent à l'Allemagne. La prochaine fois, il va peut-être venir avec un costume 3 pièces déchiré, exprès pour dire, voyez ce que nous font ces vilains terroristes, les Russes qui sont dans le Donbass, on n'arrive même plus à s'habiller correctement, comprenez-nous. Bon, je veux dire, ça devient ridicule. Ils ont aussi sorti des trucs sur ce que coûterait la reconstruction du Donbass, qu'il leur faudrait 20 milliards pour reconstruire le Donbass une fois réintégré. Donc ils ont dit oui, en l'état actuel, l'Ukraine n'a pas les moyens de réintégrer le Donbass. En mode, bon, s'il vous plaît, donnez-nous une petite piécette pour qu'on puisse réintégrer notre territoire. Enfin bon, c'est des mendiants. Enfin là, ça devient vraiment... Mais je peux me tromper quand même, parce que quand il dit qu'il leur faudrait 20 milliards pour reconstruire le Donbass, je pense que compte tenu des sites que tu nous as déjà donnés depuis déjà un bon moment, la partie la moins abîmée de l'Ukraine de 2013, c'est probablement aujourd'hui le Donbass précisément. Donc c'est peut-être le Donbass qui finirait par financer la reconstruction de l'Ukraine. Hein. On a quand même eu beaucoup d'infrastructures, de bâtiments, de routes qui ont été quand même fortement abîmés par les combats. Il faut quand même pas se leurrer par les bombardements qui sont quotidiens. Il y a des destructions qui sont importantes. Ça, on ne peut pas le nier. Mais on voit bien la méthode qui est d'essayer de faire pleurer dans les chaumières pour obtenir de l'argent. Donc ça montre bien que l'Ukraine est dans une situation catastrophique. La cessation anticipée du contrat entre Gazprom et Naftogaz va mettre l'Ukraine encore plus dans la merde financièrement, puisque ça va leur supprimer ces fameuses taxes de transit qui rapportaient quand même à peu près 2 milliards de dollars par an à l'économie ukrainienne, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et il faut s'attendre à une décision qui est cette portée-là, dès l'élection de Poutine qui va changer de gouvernement. En fait, ça va pas. Le truc est lancé. De toute façon, Gazprom a lancé la procédure. Désolé. Gazprom a lancé la procédure. C'est juste que ça doit se faire devant la cour d'arbitrage de Stockholm. Donc ça peut prendre entre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, selon le délai de la procédure au sein de la cour d'arbitrage. Mais la procédure est lancée de toute façon. Donc de toute façon, le contrat qui devait se terminer le 31 décembre 2019 sera clôturé en avance. Ça, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est très mauvais pour l'Ukraine, économiquement parlant. La situation est de pire en pire. L'Ukraine, comme je l'ai dit, ne peut pas faire les réformes qui sont exigées par le FMI et les autres bailleurs de fonds internationaux pour obtenir les prochaines tranches d'aide. Là, c'est l'UE qui a mis la main à la poche pour compenser, mais ça ne sauvera pas l'Ukraine. C'est vraiment du pis-aller. Donc, de toute façon, ils vont être obligés de relancer une offensive, donc pas tellement pour gagner que pour espérer une intervention de l'OTAN ou, en tout cas, provoquer une intervention de la Russie qui permettra à l'OTAN d'obtenir ce petit prétexte. Même si l'Ukraine perd, ils sont gagnants sur le plan de la propagande, puisqu'ils pourront dire que si l'Ukraine s'est totalement effondrée économiquement, etc., c'est pas de la faute des incompétents des autorités post-Maïdan, mais de la faute de l'invasion russe, de la défaite de l'Ukraine face à l'armée russe. Voilà, donc je pense que la Russie va pouvoir encore jouer le rôle du grand méchant loup pendant un bon moment. Donc c'est surtout ça l'intérêt. Donc, mais il faut quand même qu'ils arrivent à lancer un minimum leur offensive. Donc là, pour l'instant, ils sont un peu mal barrés vu l'état de motivation de leurs soldats. Donc je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre.
Est-ce qu'ils vont peut-être se contenter de bombardements extrêmement sanglants des zones civiles en espérant pousser la Russie à réagir? Je ne sais pas. Ce qui risque fort de la faire réagir, parce que ça, elle a été, je veux dire, les propos de Poutine ont été extrêmement clairs là-dessus. Les autorités russes ont été très claires là-dessus, mais bon, en tout cas, ça semble pas bon, même si le nombre de bombardements est extrêmement faible. On voit quand même, là, en 2 semaines, on a eu le nombre d'armes présentes sur le front qui a été multiplié par 4. En deux semaines de temps. Il y a un problème. Il y a quand même un gros problème. Là, maintenant, ils ont ce commandement unifié. Ce commandant donc, de ces forces interarmées qui a été nommé. Qui va nommer ses propres sous-officiers, etc. Voilà. Donc, ses adjoints. Donc ça pue. Pour moi, ça pue. Donc, on va avoir déjà... puis si on regarde à l'international, donc il y a l'hystérie côté Grande-Bretagne avec cette histoire d'empoisonnement d'anciens agents doubles. On voit bien que là, il commence vraiment à être en mode hystérique côté occidental. Oui, et d'ailleurs... Et à chercher à allumer un petit peu partout, donc en Syrie, dans le Donbass, etc. Si tu me permets, justement, là aujourd'hui, l'état-major russe, enfin les Russes, les militaires russes ont averti que les Américains avaient fait entrer des substances chimiques et d'entraîner donc des extrémistes pour fomenter un autre false flag qui serait pas dans la Ghouta de l'Est mais dans le gouvernorat d'Idlib ou du côté d'Al-Enfin, si ça se faisait du côté d'Al-Tanf, déjà il y a le camp de réfugiés qui fait 60 000 réfugiés, ça serait trop visible, mais apparemment ce serait le gouvernorat d'Idlib. Et les Russes avertissent que les bâtiments de guerre lanceurs de missiles Tomahawk étaient déjà positionnés en Méditerranée, en mer Rouge, et je ne sais plus où, peut-être dans le golfe Persique. Ils cherchent la merde, à un moment ils risquent de la trouver, mais ça va faire bobo pour beaucoup de monde. Donc il est vraiment temps que les gens ouvrent les yeux et que mettent de l'ordre dans un certain nombre de pays occidentaux, parce que les gouvernements qui sont criminels à ce point-là, ils n'ont pas leur place à la tête de pays qui ont pour certains des ogives nucléaires. Je rappelle que c'est le cas de la France et de l'Angleterre, ce sont des puissances nucléaires. Donc voilà. Donc situation très très mauvaise à surveiller entre autres demain avec donc l'élection présidentielle en Russie. Et on va voir comment ça va évoluer, mais je pense que ça va trop pas tarder à péter dans un coin ou dans un autre, donc, soit en Syrie, soit dans le Donbass, soit peut-être même les deux en même temps, parce que clairement pour eux, une 4e réélection de Poutine en tant que président de la Fédération de Russie, c'est une catastrophe. Je parle même pas de la Coupe du monde de football. Comme le disait très bien Xavier Moreau, là les Occidentaux commencent à flipper. Parce que ils se disent, on leur a bourré le mou avec de la propagande pendant des années, en leur disant que la Russie c'est un pays du tiers-monde, qu'ils savent rien faire, qu'ils sont haineux, qu'ils nous détestent, qu'ils veulent nous exterminer. Puis là, les supporters vont aller là sur place, vont se rendre compte que pas du tout, que Moscou, Saint-Pétersbourg sont des villes tout à fait modernes, très propres, que les Russes sont des gens adorables. Et là, la propagande, elle va se casser la gueule tout seul face aux faits. Et ils ont peur, là. Ils ont peur et ça se voit. On suffit de regarder la crise d'hystérie de la Theresa May et de son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est monté très très haut tout de suite. On ne voit pas comment ils pourraient revenir en arrière. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que là, là, ils sont vraiment lancés dans des trucs. Enfin, c'est vraiment, ils sont eux-mêmes mis dans un cul-de-sac, ce qui est plutôt mauvais. Donc, situation à surveiller quand même de très très près autour de l'élection qui a lieu demain et juste après, et surtout cette Coupe du Monde de football qui serait l'occasion rêvée pour mettre la Russie de nouveau dans une situation comme lors des JO de Sochi. Ils espèrent que la Russie sera bloquée par toute éventuelle mauvaise réaction internationale si elle intervenait dans le Donbass. Donc, situation à continuer de surveiller, comme le lait sur le feu, comme on dit toujours. Si jamais il y a besoin, on fera un site rep exceptionnel. Maintenant, je te dis, normalement,
seulement à samedi prochain pour le 83e SITREP. Et d'ici là, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie beaucoup, Christelle. Je te remercie pour ton travail et pour tes informations, ton éclairage également. Prudence, vraiment prudence, parce qu'on arrive là dans une zone temporelle extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, très inquiétante. Et là, c'est la vie des gens qui est menacée directement. Voilà. Donc la tienne également. Yep. À bientôt, à samedi prochain, Christelle. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.